Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à l'Actu Plus. Ben oui, ils ont cassé du sucre sur mon dos la semaine passée. Je suis de retour! Non, je pense pas. Non. C'est rien de diffusé. Ben non. Voyons. On va commencer par faire le tour de ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Ça en est passé des choses dans la dernière semaine. Grosse semaine. On va commencer ça avec une transaction. Il y a eu transaction dans le domaine automobile du côté d'Amos. Quelqu'un qui ça lui tente de nous en parler. C'est toi qui avais écrit l'article, je pense. Moi non, c'est moi qui l'ai écrit. Je me disais que ça me tentait d'en parler, mais c'est le groupe Poirier qui a fait l'acquisition d'Amos Mazda, en fait. Donc, il ajoute Mazda dans le groupe Poirier, parce qu'il n'y avait pas de concessionnaire Mazda. Donc, regroupe maintenant Mazda, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat, Hyundai, Kia, Nissan. Donc, ça joint avec les groupes Poirier de Rouen et de Val-d'Or, qui ajoute un succursale du côté d'Amos. Dans le fond, Poirier vient avec un pied à terre à Amos. C'est ça, exactement. Puis là, ce que le groupe Poirier spécifiait, c'est que les gens qui magasinent, par exemple, dans l'usager, vont avoir accès à l'ensemble du réseau Poirier. OK. C'est leur façon de procéder. Donc, l'équipe qui était déjà en place, on pense entre autres à Joe Croteau d'Amos Mazda, qu'on entend toujours à la radio. Ben, il demeure en place. Et il y a des nouveaux postes également qui vont être créés. Donc, transaction dans le domaine automobile. Sinon, ça n'a pas été jojo sur la route en fin de semaine. Il y a un mort et 2 blessés dans un accident sur la 109 du côté de Saint-Félix de Dalquier. Accident d'une grave violence. Quand même, Je me suis rendu sur les lieux en fin de semaine. Les services d'urgence qui ont été appelés peu après 13h30 cette fin de semaine. Puis on est arrivé sur place. Il y avait des débris un peu partout. On comprenait la gravité de la situation. Malheureusement, donc, il y a une personne qui est décédée dans tout ça. Nos pensées sont tournées vers la famille et les proches de cette personne-là. On va se transporter du côté de Santerre. Oui, monsieur. Tiens, parce qu'il s'est passé quelque chose de Santerre. On a parlé d'une exposition. Les dames d'époque. C'est quand même, c'est intéressant. C'était, comment je dirais ça? Ben, c'est une exposition. À chaque année, la Société d'histoire de Santerre fait une exposition. Alors, cette année, ils ont décidé de faire les dames d'époque. Ça coïncide avec 3 femmes qui sont mairesses dans le pôle de Santerre, dirait-on, et une journée avant la fête des mères. Alors, quand même, mais quand même, c'est parce qu'on était habitué, comme disait le président Doris Goulet, on était habitué de parler des gars du CN, les mondes, mettons, la base du radar ou dans les séries, en tout cas. C'est un milieu d'hommes. C'est un milieu d'hommes, Abitibi, on s'entend. Alors, ils ont décidé de faire quand même, parce que les femmes, veulent pas, écoute, à la maison avec 12 enfants, puis on s'entend que la job était encore plus dure. Il y a eu un hommage qui a été rendu à une sœur. Sœur Rita Pelletier, qui est là depuis plusieurs années. Je me souviens qu'elle m'avait déjà dit qu'elle avait commencé pas mal dans le bout de Rochebeaucourt et qu'elle est venue à Santerre plusieurs années. Et là, elle est à quelques jours de prendre sa retraite. Parfait. Alors quand même, c'était une belle exposition. Bon, mais tant mieux. Si on retourne à Saint-Félix de Dalquier pour une meilleure nouvelle, retour du Festival du Camion avec Sarah Dufour. 24, 25, 26 juin, le Festival du Camion de Saint-Félix de Dalquier qui coïncide dans les mêmes dates que la Saint-Jean. Et là, bon, on va pouvoir fêter la Saint-Jean avec Sarah Dufour. Je peux vous dire, pour avoir vu à plusieurs reprises Sarah Dufour dans des spectacles, le party va lever le 24, assez solide. 25 juin aussi, il y a le groupe Rodeo Drive Country Band qui va enflammer la scène avec son spectacle country. Ça a l'air que ça bouge, ça aussi, pas mal. Évidemment, Festival du Camion, il y a des courses. Les 3 catégories de courses, donc Bobtail, chargé, Free for All, ça revient cette année, les 2 journées, samedi et dimanche. Le show and shine, évidemment. La fameuse parade du dimanche matin où tout le monde est fatigué, mais embarque dans son camion. Il va faire la parade. Je me souviens d'avoir déjà participé à cette parade-là il y a quelques années. Toujours bien le fun de voir les enfants qui trippent bien gros à voir les camions passer, qui sont tous shinés. Les gars se donnent pour nettoyer leur camion. Le chrome, après ça, ça chaîne. C'est un méchant temps. Les passeports sont disponibles pour les 3 jours, seulement 30 $. Donc, c'est quand même abordable. Là, ça donne accès au site et au spectacle. 15 $ pour les billets soirée. Et ça va être disponible dans les prochains jours. Je n'ai pas regardé aujourd'hui si c'était disponible, mais ça va être au festivalducamion.com de ce côté-là. Sinon, Lydia, on s'est déplacé sur les lieux d'un incendie aussi cette semaine, lundi, du côté de Picogan. Effectivement, une maison qui était en proie aux flammes et qui est une perte totale.
Donc, c'est une famille qui se retrouve à la rue. Les services d'urgence ont été appelés vers 11 heures sur les lieux et les pompiers de Landrienne ont aussi été appelés en urgence parce qu'ils avaient besoin de soutien. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un brasier qui avait une ampleur importante. Moi, j'en ai couvert beaucoup des incendies, puis de voir la force de ce brasier-là à l'arrivée des services d'urgence, c'était quand même impressionnant. On nous disait que c'était de cause accidentelle, probablement, là, des dernières informations que j'avais. Il y a un autre média qui a rapporté qu'il y a un enfant qui est rentré chercher son petit frère dans la maison. Ouais. Là, il y a un GoFundMe qui était parti. J'ai pas vu à combien on était rendu, là, mais je sais qu'il y a une collecte qui a été partie. Puis dans la communauté, il faut dire que la communauté est très, très soudée du côté de Picogan. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y avait pas énormément de gens dans la communauté non plus. Cette semaine, c'était la semaine culturelle. Donc, j'entendais la chef chez l'autre média qui en parlait, là, qui disait qu'il n'y avait pas tant de monde, mais là, ça commence à se mobiliser. Donc, il y a un GoFundMe qui était parti, là, c'est disponible sur les réseaux sociaux. Sinon, Lydia, tu as réalisé une entrevue cette semaine avec la Coalition d'aide à la diversité sexuelle. En effet, donc le 17 mai, ça va être une journée spéciale, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Je l'ai eu. En fait, on parle de ça et de plusieurs autres sujets, notamment des dons de plasma pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et on va pouvoir voir l'entrevue. Manuel Salois, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de ce que vous faites, un programme de jumelage avec le MRAR. Pour commencer, pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi le MRAR? Bien sûr, en fait, le MRAR, c'est un organisme à but non lucratif qui se trouve à avoir plusieurs chapeaux, donc plusieurs mandats, dans le sens où tu as parlé de jumelage, mais il y a aussi dans le terme de l'immigration, il y a aussi des activités réseautage, qui est plus la partie de Salois, en fait. Là. Des activités interculturelles. Exactement. Des activités interculturelles de réseautage. Et puis, le MRAR, en fait, comme je disais, a plusieurs chapeaux. C'est-à-dire qu'on va prioritairement de venir en aide aux jeunes de 16 à 35 ans, que ce soit dans un but de retour aux études, de retour au travail ou simplement pour se structurer un petit peu. On a aussi des intervenants, en fait des travailleurs de rue, qui vont venir en aide avec les gens en milieu dans le milieu de la rue tout simplement, qui vont aussi faire affaire avec des gens qui ont des problèmes au niveau de la santé mentale, des gens qui ont des problèmes de consommation. Vraiment, c'est vraiment très large à ce moment-là, ce que le MRAR peut offrir comme service. Nous, moi et Salois, ainsi que trois en fait de nos collègues aussi, on fait partie de l'équipe d'attraction et de rétention, c'est-à-dire que c'est un peu notre mandat d'attirer des gens dans la région, de leur montrer pourquoi c'est bon de vivre en région, toutes les richesses que notre territoire a à offrir, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau du système de santé. Il y a beaucoup de plus à vivre en région éloignée, ce qui est un peu difficile à comprendre pour les gens qui arrivent par exemple d'un autre pays puis qui s'établissent à Montréal, dans la métropole. Ensuite de ça, de voir le pourquoi j'irais m'établir dans une autre région, c'est pas évident. Donc, pendant des sorties, des salons de recrutement qu'on appelle, mais plus souvent qu'autrement, des salons d'embauche ou des salons d'immigration, nous, on va aller représenter vraiment la MRC pour donner envie aux gens, donner les plus, comme j'ai dit tantôt, pour qui viennent s'établir ici, dû à un manque de main-d'œuvre assez criant, en fait, en région, qui est encore plus vrai ici parce qu'encore une fois, on est une région éloignée, les gens sont plus réticents à l'idée de venir en région. Donc, on met un peu en valeur la MRC d'Abitibi pour avoir plus de main-d'œuvre à ce moment-là. Et d'ailleurs, Salois, toi-même, tu viens du Maroc. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Bon, je m'appelle Saloua Rabah, je suis agent d'attraction et de rétention pour l'EMRAR au niveau PAC, c'est-à-dire Programme d'appui aux collectivités. Donc, je suis aussi un nouvel arrivant. Ça fait 9 mois que je suis ici au Canada. D'après 2 mois de mon arrivée ici au Canada, j'ai commencé à travailler avec le MRAR, avec mes difficultés de français. Le français, c'est pas notre première langue. Avec les difficultés de comprendre l'accent québécois, lexique du Québec, c'est très différent pour nous. Mais grâce à MRAR, ils ont bien m'intégré, ils ont bien me compris aussi, ils ont bien m'aidé et me donné l'opportunité de travail aussi. Donc, c'est son mandat, c'est l'intégration. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. C'est pas une réussite à 100%, mais je suis un exemple d'une immigrante ou bien d'une nouvelle arrivante qui est en cours
de réussite. Ben, je trouve en fait que tu parles très bien français. Non, merci, c'est gentil. Et toi, tu as commencé à travailler au MRAR encore plus tard, donc il y a Exact. seulement 2 mois, c'est ça? Exactement, exactement. En fait, c'est vraiment une opportunité qui est tombée du ciel, dans le sens où j'ai travaillé dans plusieurs domaines différents, que ce soit la restauration, le domaine minier, forestier, et puis suite à une remise en question sur ma vie, j'ai pris la décision d'écouter puis de me rapprocher de mes valeurs, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai voulu retourner à l'école, puis au Macadam ici à Amos, et donc en rencontrant la responsable de l'orientation, elle m'a mis en contact avec le MRAR, parce que, puis c'est drôle, hein, parce que tout ce qu'on fait dans la vie finit par nous suivre, et elle, cette femme-là, je l'avais servie souvent au restaurant auquel je travaillais, et puis elle m'avait déjà dit, puis encore une fois, elle de s'excuser à toutes les fois qu'elle me le disait, mais que je gaspillais mon potentiel. Et donc, puis on trouvait ça drôle qu'on se retrouve après 6 ans sans s'être vu ou quoi que ce soit. Donc, elle m'a mis en contact avec le MRAR, en fait. Puis, j'ai rencontré le patron, en fait, André. Et puis, lui, suite à une rencontre, suite à une entrevue, si on veut, a pris la décision de m'engager vraiment pour un nouveau mandat auquel le MRAR a été attribué. En fait, là, on a attribué un nouveau mandat au MRAR qui se trouve à faire du jumelage interculturel. Donc, à ce moment-là, c'est tout nouveau pour moi, mais c'est un tout nouveau mandat. Donc, on apprend du début, puis ça se passe vraiment très bien parce qu'on est une super belle équipe avec des capacités très distinctes, parce qu'on offre aussi beaucoup de services distincts. Donc, on manque pas d'aide. Puis un peu comme Salois, dans le fond, c'est vraiment une intégration pour moi dans un milieu qui est totalement nouveau. Fait que vraiment, là, c'est pour ça qu'on fait une belle équipe. Je pense, moi et Salois, à ce moment-là, c'est le fait que tous les deux, on sort de des milieux différents, puis on se comprend un peu dans notre incompréhension, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Là, tu as parlé de jumelage interculturel. Exact. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça, écoute, c'est vraiment simple, ça mange ce que tu lui donnes. Dans le sens où, puis c'est une belle façon que tu l'as amené parce que souvent quand on parle d'implication communautaire ou bien de bénévolat, on entend quelque chose de lourd, quelque chose de demandant au niveau de notre propre temps. Quand le jumelage, c'est pas le cas, absolument pas. Le jumelage, j'aime dire que c'est se créer un ami d'ailleurs, dans le sens où, par exemple, moi et Salois, on est jumelés, et puis on a toutes les deux des points communs. Parce que quand on jumelle 2 personnes ensemble, on prend pas Pierre puis Jacques parce qu'ils ont les mêmes couleurs de yeux. C'est vraiment, on y va sur des points d'intérêt communs. On a une liste de données de personnes. En fait, on a besoin de plus de personnes aussi pour justement répondre à cette demande grandissante-là d'immigrants. Et puis, on y va avec des points d'intérêt communs pour qu'il y ait une certaine chimie entre les 2 participants. Ce que ça consiste, en fait, c'est super simple. Par exemple, à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, tout le monde fête ça au Québec, mais personne ne le fait de la même façon. Donc, mais j'ai toujours vu un feu puis du barbecue à Saint-Jean. Donc, mais les nouveaux arrivants n'ont pas nécessairement eu la chance de vivre ça ou de voir cette fête-là. Donc, ce que le jumelage propose, c'est d'inviter son jumeau à des activités quotidiennes. Par exemple, la Saint-Jean-Baptiste, on fait une fête, on invite notre jumeau à venir puis à apprécier un peu cette fête-là. Si on veut rajouter un petit peu de saveur ou de couleur dans ces activités-là, ce qu'on peut faire, c'est de faire un événement potluck, puis Salois amène une recette chez moi, puis certainement qu'on n'aura pas fait le même plat. Écoute, c'est sûr qu'elle ne me fera pas un ragoût de boulettes à ma grand-mère. Tu sais, ça va être quelque chose de différent. Donc ici, on vient parler d'élargir sa culture, d'élargir ses horizons, vraiment. Puis ça s'applique surtout. La marche après souper qu'on fait le soir avec les enfants, ben il n'y a rien qui nous empêche d'inviter notre jumeau à venir la faire avec nous, cette marche-là. Donc c'est vraiment... C'est de garder en tête que le jumelage, c'est vraiment... sur une base d'égalité. On ne parle pas d'une relation de mentor ou de mentoré. On ne parle pas d'une relation, encore une fois, de parrainage. C'est vraiment d'égalité. On veut se baser ça sur le respect, puis en fait, c'est une relation d'amis qu'on veut créer. L'objectif principal du jumelage, c'est vraiment de créer des amis pour faciliter l'intégration aux nouveaux arrivants. Parce que
changer de travail, par exemple, ou changer de milieu, ou changer de... Peu importe le changement qu'on fait dans notre vie, c'est pas facile, c'est difficile. Donc, imaginez quelqu'un qui arrive d'un autre pays ou d'une autre région, parce que ça peut aussi s'appliquer à des personnes d'ailleurs au Québec qui viennent s'établir en Abitibi. Donc, ça doit être incroyablement difficile d'avoir quelqu'un sur qui compter. Quand on a des questions, qu'on se sente pas gêné de les poser parce que la barrière de la culture est toujours là. Donc, d'avoir quelqu'un, un jumeau, ça permet justement de poser ces questions-là, puis d'avoir quelqu'un sur qui, j'aime pas le terme vraiment s'appuyer, mais on pourrait dire ça comme ça, en le comprenant toujours d'une façon que c'est pas personne n'est au-dessus de personne, c'est de égal à égal. Et toi, Salwa, est-ce que tu as eu un jumeau en arrivant ici grâce au MRAR? Oui, grâce au MRAR, on a eu un jumeau qui s'appelle Martin et sa famille. Sa femme, c'est une immigrante aussi, d'origine japonaise. Donc, on a fait une fusion culturelle, nous de l'Afrique, sa femme du Japon et Martin d'ici, du Canada. Donc nous aussi, on a la chance d'avoir un jumeau. Et je sais aussi que vous faites des activités interculturelles qui sont ouvertes à tous, en fait. Donc pas juste aux nouveaux arrivants, mais aussi aux personnes qui vivent ici depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, c'est quoi ces activités-là? Bien sûr, ouais. Ça va. Donc, comme je t'ai dit, je suis agent d'attraction et de rétention au niveau PAC, c'est-à-dire Programme d'appui aux collectivités. Le but de ce programme, c'est de créer des activités interculturelles pour intégrer les gens, pour intégrer les nouveaux arrivants. Et quand on dit les nouveaux arrivants, c'est pas juste les personnes immigrantes, non, c'est les personnes qui viennent à l'extérieur du Québec, d'autres régions aussi, dans leur terre d'accueil. Donc, je veux commencer avec un exemple d'une activité interculturelle, c'est l'activité cuisine interculturelle. On a pris comme un exemple le Maroc. Donc, on a commencé par le Maroc parce que on a choisi le plat de tagine. Le tagine, c'est très connu au Maroc, traditionnel. Donc, le MRAR donne l'opportunité à tout le monde d'y goûter le tagine. Découvrir c'est quoi le Maroc, découvrir une nouvelle culture, un nouveau saveur. Donc le MRAR, il occupe d'acheter toutes les fournitures, toutes les ingrédients, on le met dans un sac et on donne à les populations locales et les personnes immigrantes aussi. Donc on peut dire que le MRAR te donne un ticket de voyager au Maroc gratuitement. Et maintenant, je suis en train de préparer une autre activité interculturelle cuisine, mais cette fois c'est japonaise, grâce au curé japonais. Et les inscriptions sont en cours maintenant. S'il y a d'autres personnes qui veulent inscrire, juste partir à notre page Facebook, Mouvement de la Relève, Région d'Amos. Je participe et on occupe tout après. Et aussi, on a passé un hiver qui c'est pas évident. C'est très frais. Oui, c'est très frais et pas évident du tout. C'est pas juste pour les personnes immigrantes, c'est aussi pour les Amosois aussi. Alors, pour sortir les gens à ces situations, on crée des activités de réseautage variées. Je te donne un exemple. La semaine passée, j'ai organisé une activité de réseautage qui s'appelle réseautage jeu questionnaire. Le but de cette activité, c'est pas juste sortir les gens à ces situations, non du tout. Le but essentiel, c'est de créer des relations amicales entre les personnes immigrantes et les Amosois. C'est de faire une liaison, c'est l'échange entre les deux. Et aussi, on a des collaborations avec des organismes. Le but de ces collaborations, c'est de développer un volet interculturel dans des activités qui sont déjà existantes, comme le festival H2O. Donc, on a une collaboration avec H2O, on a une collaboration avec la Route des Terroirs, et on est en train de développer d'autres collaborations. Et j'espère au fond de mon cœur de réussir de développer d'autres collaborations avec d'autres municipalités. C'est une chose très importante pour nous pour attirer les gens ici à la MRC, pour répondre à la demande de main-d'œuvre, pour réussir l'intégration des gens. Et aussi, on a 2 projets. On travaille maintenant à 2 projets. Le premier projet, c'est
sensibilisation des propriétaires parce qu'on sentit bien que les propriétaires elles peur de louer son logement à personnes immigrantes. C'est pour ça qu'on a une crise de logement. C'est pas évident de trouver un logement ici à Amos. Donc on développe ou bien on travaille de sensibiliser les propriétaires et on travaille de développer un outil pour aider les employeurs au recrutement. Tu sais, pour engager un employeur de l'extérieur ici, c'est pas évident du tout. Donc c'est pour ça qu'on travaille de développer des outils en recrutement pour les employeurs. Parce que votre mission, c'est pas juste d'attirer des gens, c'est aussi de les garder. Oui. Donc le volet rétention, ça se fait beaucoup par des activités puis par le réseautage, si je comprends bien. Oui, c'est ça. On veut pas les gens juste ne visitent pas. Non, on veut les gens restent ici à Amos. On a un bel endroit, c'est une belle région. Tout ce qu'on veut, on est ici. On a un climat différent. C'est pas on dit un hiver frais, c'est-à-dire c'était très frais. C'est pas au nord, c'est-à-dire très frais. Non, on a un climat normal aussi. Donc c'était normal pour les immigrants. Moi, je suis immigrant, moi, je trouve que ça c'est normal. C'est pas très frais. Donc on a une université ici. Toutes les directions sont ici. Donc on veut garder les gens ici. On a besoin de personnes ici. Absolument. Puis même que moi, la semaine dernière, avec une de mes collègues, Sarah Jade, on est allé en séjour de recrutement, en fait, à Montréal, lors du Salon de l'emploi. Et puis, une des premières questions que les personnes qui vivent à Montréal, mais qui sont issues de l'immigration, nous posaient, c'est « Oh, c'est au nord du Québec », parce qu'on avait une carte qui expliquait, qui montrait bien où était l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, la première question des gens, c'était « Oh, c'est au nord, il fait froid ». Moi, je leur réponds, écoutez, c'est pas totalement vrai. Moi, ce matin, quand je me suis levé pour aller prendre ma marche dans les rues de Montréal, j'avais encore plus froid que chez moi parce que à cause de l'humidité. L'humidité, le fleuve. Donc, ici, on n'a pas cette humidité-là. Quand il fait moins 20, il fait moins 22. À Montréal, quand il fait moins 20, c'est moins 40. Fait que, il faut toujours peser le pour et la contre. Puis, une autre question qui revenait souvent que je trouvais vraiment drôle, c'est « Ah, c'est loin. » Mais c'est loin de quoi? Parce que c'est assez vague comme question, mais c'est assez vague comme réponse aussi, dans le sens où, oui, c'est loin de la grande ville, définitivement. Mais est-ce qu'on a besoin d'être dans la grande ville? C'est sûr. Si on a notre famille et tout, ça fait loin, effectivement. Mais si on est nouvel arrivant, qu'on veut commencer une nouvelle vie, ou juste d'une autre région à ce moment-là, puis qu'on a envie de recommencer, puis de simplement commencer autrement, ça se fait très bien à ce moment-là. Là. On est loin, mais c'est un plus aussi, le fait d'être bien chez soi, dans un petit milieu isolé, qui est calme. Ça vaut la peine. Ça vaut son pesant d'or, comme on dit en bon français. Effectivement. Puis Amos, c'est comme un mélange entre les petits endroits comme quasiment en campagne des fois, puis une ville parce que, tu sais, on a un centre d'achat, on a le centre-ville. C'est pas juste une petite ville où il n'y a rien, au contraire, c'est très vivant. On a tout ici. On a tout ici. Tu sais, vous pouvez me prendre, moi, comme un exemple d'une personne immigrante ou bien d'une intégration qui est en cours de réussite. Tu sais, moi aussi, c'est la première fois que j'ai ici au Canada. J'ai pas l'idée de vivre au Canada. Moi, je suis mon mari ici. Donc, moi et mon mari, nous sommes des immigrants ici. C'est un nouveau monde pour nous. Donc, mais moi, grâce à Umrar, j'ai l'occasion de bien intégrer ici. Et on est hâte de créer beaucoup des activités pour garder les gens ici, pour réussir l'intégration à ces gens, pour garder les gens avec nous aussi. Donc, on a besoin des activités, on a besoin des collaborations aussi. Absolument. Puis pour avoir travaillé justement, comme je dis, en restauration, mais plus précisément dans un restaurant tenu par un immigrant, je travaillais au Méditerranéo ici à Amos, probablement que les gens vont savoir un peu c'est où. Et puis, les gens sont ouverts ici à Amos puis en région à la diversité culturelle. Les gens adorent
adorent voir des nouveaux visages, des nouvelles couleurs, des nouvelles saveurs, du nouveau monde, tout simplement. Ils sont accueillantes. Exact. Les Amosois exact. sont accueillants. Exact. En fait, ce que j'aimais dire au salon de recrutement, c'est que, ouais, il fait peut-être un petit peu plus froid l'hiver chez nous, mais c'est pour ça qu'on est chaleureux comme ça. On a besoin de la chaleur de l'homme pour se réchauffer, de l'humain, en fait. Donc, c'est important de miser sur les bons éléments, dans le sens où, à Montréal, quand on marche dans la rue ou à Québec, peut-être aussi probablement la même chose, on se sent comme personne parce que les gens marchent, regardent tout droit, puis jamais un hochement de tête, jamais un sourire. Tandis qu'ici, on marche en ville, les gens vont regarder, les gens vont sourire, les gens vont parler, les gens vont... C'est beaucoup plus facile d'avoir des interactions en région, mais au-delà de ça, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est une population chaleureuse ici en Abitibi-Témiscamingue, tout simplement parce qu'on aime la nouveauté, parce qu'on manque de nouveautés. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un pays multiculturel. C'est ce qui fait la richesse de notre nation, en fait, à mon avis, à moi. Puis ça vaut cher de l'entretenir, ça vaut vraiment cher. Puis ça vaut la peine de mettre les efforts nécessaires pour entretenir ça aussi. Là. C'est par exemple l'activité de cuisine que Salwa a faite au niveau du tagine, qui est un mets originaire de chez elle. Ça a été absolument merveilleux de voir toute la participation qu'il y a eu à ça. C'est 100... Combien de personnes, ça va? On a la chance de distribuer 111 sacs. 111 sacs. Oui. Qui est quand même pas rien. Tu sais, c'est des personnes qui font pas nécessairement affaire avec notre organisme. C'est des personnes qui ont vu passer ça, qui ont l'ouverture d'esprit d'essayer quelque chose de nouveau. Puis, justement, avec les... pour la cuisine japonaise, on est rondé 80. On est 100 places, on est rondé... Même pas une semaine, on le rendait à 80. Je suis pas étonnée parce qu'on a une communauté d'adolescents qui aiment beaucoup le Japon. Exact, absolument. Avec les mangas, absolument. les animés, là. Bien sûr, c'est un plus. Puis justement, tu sais, d'avoir une jeunesse qui est aussi ouverte d'un point de vue culturel, ça fait juste prouver que leurs parents le sont tout autant. Parce que si ce serait pas de l'ouverture de leurs parents, les jeunes ne le seraient pas non plus. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire valoir. C'est quelque chose sur lequel il faut miser à ce moment-là, la diversité, puis chérir ça. Parce que, encore une fois, je me répète, mais ça vaut cher. On est ce qu'on est parce que on est plein, on est différent, puis c'est beaucoup... un peu comme, tantôt j'ai parlé du MRAR vite fait, dans le sens où on touche plusieurs personnes, on touche plusieurs domaines à ce moment-là. Puis la société, c'est un peu comme un méga MRAR, dans le sens où on a toutes nos forces, on a toutes nos capacités, puis en venant d'ailleurs, ça amène une façon de raisonner différente, qui est pas nécessairement la malvenue, dans le sens où ça peut juste faire du bien d'avoir des idées nouvelles qui sont différentes à ce moment-là, définitif. Sur ces belles paroles, je vais vous dire merci Manuel, merci Salwa. Merci à vous. Plaisir. Investissement important dans la MRC d'Abitibi pour le tourisme. Il y a de l'argent là. Ben oui, puis pas à peu près. Pour 11 projets qui ont été présentés, 150 000 $ sera donné par la MRC d'Abitibi. Quand même, là, ben, je sais pas si je peux tout... On les nommera pas toutes parce qu'il y en a un méchant paquet. Oui, c'est ça. Médiaté.ca, il y a un article là-dessus sur notre site web. Mais entre autres, là, on pense au Refuge Pajot qui a reçu plusieurs montants, là, deux montants dans le lot, là, mais ça bouge beaucoup au refuge. On s'entend que je viens pas d'Amos, mais le refuge Pajot, je n'entends parler des fois, je vais chez mon fils, puis eux autres, le refuge Pajot, ils viennent à chaque année. Là. Ça, c'est à Blainville, puis tout ça. Ils viennent à chaque année. C'est quelque chose qu'ils ont découvert et qu'ils ont adoré. C'est très bien reconnu, le refuge Pajot. Ouais. Sinon, foire du camion de Barraute qui se représente en 2022 aussi. Ben oui. Foire de camionneurs. Ouais, ben c'est ça, tantôt, ouais, c'est ça, c'est pour ça. Du 2 au 5 septembre, c'est donc la vice-présidente Lucie Grenier et le président Éric Bourque qui en ont glissé un mot sur les réseaux sociaux. On devrait avoir une conférence à la fin du mois pour nous en dire davantage, mais parce que là, on ne sait pas encore. On attend la programmation. C'est ça, là, qui va être sur place, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, c'est du 2 au 5 septembre. Commencez à vous préparer mentalement. Dans le camion, une place, un autre. Oui, c'est ça. Voilà. Sinon, il y a une enquête sur la mort d'un piéton sur la route Billy Diamond, près de Matagami, en fait, entre Matagami et le nord du Québec, là, parce que cette route-là est quand même assez longue. Sordide histoire. Je dois vous avouer avoir couvert ça, puis c'est assez particulier comme histoire. Donc, les services d'urgence qui ont été appelés dans le coin du kilomètre 108 sur cet axe routier-là,
et qui ont trouvé une personne inconsciente. Son décès a été constaté à l'hôpital. Le piéton qui a été happé, mais le conducteur qui a happé le piéton n'est pas resté sur place. Okay. Il y a un homme de 29 ans qui a été arrêté, puis libéré, devrait revenir en cours pour la suite des procédures là, dans les prochains jours. On va essayer de suivre ce dossier-là, mais sordide histoire de ce côté-là. Il faut dire aussi que la route est très, très isolée. Quand on veut monter dans ce coin-là, il y a quand même un gros chemin qui sépare. Je me demande d'ailleurs pourquoi il se trouvait sur cette route-là. On le saura peut-être jamais. On le saura probablement jamais. C'est une route qui est très isolée où le téléphone ne pogne pas non plus nécessairement. Je sais qu'il y a une enquête là-dessus. Il y a enquête. Il y a eu d'autres choses sur cette route-là cette semaine. Il y a une portion de route qui s'est affaissée. C'est arrivé à plusieurs places au Québec cette semaine, là, mais dans ce coin-là aussi, il y avait une portion de la route qui était fermée un peu plus tard cette semaine. Sinon, des gens qui ont été occupés cette semaine, les pompiers. Oui, pas mal. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de services d'urgence au même endroit. Dans la nuit, mardi matin, en fait très tôt, vers 2h55, moi, le pagette de pompiers chez nous a sonné. À 2h55, bien souvent, j'ouvre l'oreille puis je fais OK, on va me coucher. À un moment donné, le téléphone a sonné me disant « Là, François, t'es peut-être mieux de t'en venir, c'est assez majeur. » Et c'est un incendie qui s'est déclenché en bordure du chemin de fer entre l'auberge Nouvelle-Frontière, pour situer les gens, et le refuge Pajot. C'est quand même plusieurs kilomètres de distance entre les deux. Et c'était plusieurs foyers d'incendie tout le long du chemin de fer. L'hypothèse qui était privilégiée, là, je n'ai pas eu de confirmation, je n'ai pas eu le temps de reparler au chef pompier depuis, là, mais c'était quand le train est passé, il y a eu des étincelles et c'est tellement sec qu'il y a la Sopfeu qui a émis des avis d'ailleurs cette semaine pour interdire les feux à ciel ouvert sur une bonne partie du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. C'était pas toutes les MRC. Mais ce matin-là, on a dû faire appel en entraide, tenez-vous bien, aux sapeurs de Landrienne, Barraud, Saint-Marc, Lacorne, Pressac. Donc, quand on appelle tous les services incendies de la MRC, c'est que c'est assez majeur. Et pour la petite histoire, on a fait une recherche, là, je ne mettrai pas ma main au feu, mais presque. Là. La dernière fois qu'autant de services incendies avaient été demandés en entraide dans la MRC d'Abitibi, ça daterait de 2010. Ceux qui se souviendront du fameux incendie à côté du complexe sportif, un bloc appartement qui avait brûlé en 2010 et ça avait brûlé pas à peu près de ce côté-là. Ça remonterait à peu près à ce temps-là, cette chose-là. Les images qui sont impressionnantes de nuit, de voir la flamme courir. Oui. Quand je me suis levé le matin et j'ai vu ça, je me suis dit, il tord pas, lui. Non, la nuit a été très courte ce matin-là. Juste pour suivre au niveau des incendies, il y en a eu un autre camion qui avait passé au feu près de la forge de Lovico. Oui, sur la 117 cette semaine. Alors quand même, ça avait bloqué la circulation et tout ça. Écoute, un conflit d'horaire, conflit de tout ça, on n'a pas pu aller sur place, là, mais quand même... Probablement, souvent ce qui arrive à ce niveau-là, c'est que c'est les freins ou les roues qui se bloquent et ça chauffe et ça vient chauffer le chargement. C'était un camion de copeaux de ce côté-là. Et il y a eu un autre incendie. On a d'ailleurs des images, on n'en a pas parlé parce que c'est pas énorme, là. C'est une grange au même endroit, ou en tout cas dans le même coin, sur l'entrée du chemin Croteau, où s'est déroulé l'incendie plus tôt cette semaine. C'est arrivé mercredi, cet incendie-là. Les pompiers qui ont été déployés assez rapidement, ils ont réussi à maîtriser l'incendie assez rapidement de ce côté-là. On va parler de forêt un petit peu, parce qu'il y a la porte ouverte sur nos forêts qui s'en vient cette fin de semaine. Oui, ça va être les 13 et 14 mai. Ça va être la 3e édition des portes ouvertes sur notre forêt. En fait, c'est une journée organisée par l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue avec le centre de formation à Arikana et la ville d'Amos. Ça permet de découvrir un peu toutes les facettes du monde forestier. Le 13, c'est vraiment plus pour les travailleurs forestiers, découvrir les nouvelles technologies, tandis que le 14, c'est plus pour les familles, pour découvrir, il y a même du tir à l'arc, des activités qui sont organisées. Et je peux vous dire que c'est assez intéressant comme événement. Moi, je suis déjà allé il y a quelques années, parce que là, il y a eu une petite pause durant la pandémie. Mais il y a quelques années, j'ai pu essayer le camion, des gros camions dompeurs qui plient entre les deux, les articulés. J'ai pu essayer une bûcheuse. J'ai pu essayer un transporteur de bois, donc aller prendre la bûche par terre, la placer. Des pelles, toutes sortes de trucs. Pour vrai, je me suis amusé à cet événement-là. Moi, lui, la machinerie... il a même fait de l'avion, il a fait du jet.
Va-t'en pas, ça va t'arriver, Christian, un jour. J'approche les 60 ans, mais il en a fait plus que moi. Mais non, cet événement-là, c'est ouvert à tous et c'est Ouais. très, très le fun comme événement. Donc, ça permet de voir vraiment tous les métiers forestiers puis de voir cette machinerie-là en action aussi. Oui. Et il y a des constructeurs, des fois, de machinerie qui sont là. J'ai pas vu la liste des exposants encore, là, mais des fois, il y a des constructeurs de machinerie qui sont là pour montrer leurs équipements. Et tu vois ça, tu te dis, tabarnouche. Puis tu sais, c'est l'accès. Ah oui, hein, Ces ouais, équipements-là, bon, on hein. travaille soit en forêt ou dans des cours à bois où on ne les voit pas C'est nécessairement ça. de près. Et là, à cet événement-là, on a la chance d'accéder à tout ça et d'en apprendre sur un paquet d'affaires. J'ai vu des trappeurs dans cet événement-là dans le passé, des conducteurs de chiens de sang, entre autres, qui, quand on va à la chasse, par exemple, Ouais. vont envoyer leur chien pour retrouver l'animal. On pouvait en apprendre sur toutes sortes de choses. Donc, si vous avez la chance d'aller là cette fin de semaine, prenez-la, cette chance-là. Sinon, encore un autre triste événement cette semaine. Il y a un travailleur qui a perdu la vie dans un accident dans une entreprise du boulevard de l'Université du côté de Rouyn-Noranda, victime un homme de 57 ans qui s'est retrouvé coincé sous une pièce de machinerie. Son décès a été constaté au centre hospitalier. Et là, bien évidemment, il y a une enquête de la Sûreté du Québec avec la Division des crimes majeurs et de la CNSST, considérant que c'est un accident de travail. Donc, nos pensées, une fois de plus, sont tournées vers la famille et les proches. Sinon, soyons un petit peu plus légers dans nos sujets. Matière résiduelle à Amos, on a parlé de statistiques, on a parlé de compost avec la ville cette semaine. Oui, effectivement. En fait, ils sont venus parce qu'on a eu le rapport, le bilan de 2021 sur la gestion des matières résiduelles et on a un beau bilan à Amos, là, donc ils vont pouvoir nous en parler en entrevue. Isabelle, Régis, bonjour. Bonjour. On est ici aujourd'hui pour parler de la gestion des matières résiduelles, mais vraiment à Amos, parce que j'ai déjà eu une entrevue avec la MRC sur le sujet. Donc, est-ce que c'est un bilan positif cette année? Ben oui. En fait, si on prend un petit pas de recul, il faut dire que c'est notre premier bilan qu'on publie. Nous, on le fait de façon officielle pour nos données statistiques depuis bon nombre d'années, mais on trouvait ça intéressant de le publier cette année parce que c'est vraiment une idée de ce que nos citoyens nous apportent et l'effort qu'ils font s'en ressent nécessairement dans le bilan. Donc, c'est une image des efforts du citoyen qu'on aime leur transmettre cette année pour un petit peu leur donner une petite tape dans le dos, de dire oui, ça va bien, parce que le bilan, oui, effectivement, il est positif. On voit qu'il y a quand même des tonnages intéressants qui sont récupérés ou valorisés. Fait que c'était juste pour donner une image de l'effort que les citoyens font et leur dire merci aussi en conséquence. Et concrètement, on voit sur le bilan qu'il y a presque, pas tout à fait, disons le tiers des matières qui ont été mises dans le bac brun ou dans le bac bleu. Le reste s'est retrouvé dans le bac vert. Est-ce qu'on a un objectif pour les prochaines années par rapport à ça? Mais je dirais pas qu'un objectif chiffré en tant que tel. C'est sûr qu'en ce moment, la collecte du bac brun, il nous reste encore une troisième phase à mettre en place, c'est-à-dire rentrer dans les institutions, par exemple centre hospitalier, Claire-Foyer, tout nommer des exemples, et dans les écoles. Fait que ça va nous aider à augmenter notre taux de récupération et éventuellement dans les commerces aussi, là, on parle de restaurateurs, des épiceries. Fait que ça aussi, ça va nous aider à augmenter notre taux, diminuer celui d'enfouissement. Mais juste pour apporter un petit peu d'information, ce qui est intéressant, c'est que quand nous, on fait nos rapports qu'on est obligé de faire au gouvernement, on se situe, ils nous comparent avec des villes de même envergure et de même distance des grands centres, parce que ça a une influence un petit peu sur la gestion de matières résiduelles et surtout sur les débouchés. Et on se situe quand même avantageusement par rapport à des groupes cibles comme notre ville à nous. Fait que ça aussi, c'est encourageant. Bien qu'on peut voir dans le bilan que la portion elle peut paraître beaucoup d'enfouissement, mais si on se compare avec des villes d'envergure, de situations géographiques similaires à la nôtre, on est positionné avantageusement. Là. On est dans peut-être le premier tiers des municipalités comparables. Puis on reçoit des téléphones de d'autres collègues de municipalités pour nous demander des petits trucs, comment ça va, comment vous faites, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi. Oui, mais l'objectif, on l'a mentionné, c'est vraiment de diminuer la portion d'enfouissement qui va dans le bac vert, mais ça va bien, là, les citoyens répondent bien. Pourquoi on a encore autant de choses qui se retrouvent dans le bac vert en 2022? Est-ce que les citoyens sont responsables? Est-ce qu'il y a peut-être la législation autour du plastique qui peut être un petit peu compliquée des fois? Est-ce qu'il y a des raisons derrière ça?
Oui, bien c'est entre autres, comme tu l'as mentionné, c'est surtout ça. Des fois, c'est une méconnaissance aussi. C'est peut-être des fois des petites habitudes. Il y a quand même beaucoup, un petit peu de proportion, des fois, qui se retrouvent du carton, pourtant qui se recycle très bien. Mais des fois, les gens ont pris l'habitude ou ont des mauvaises habitudes qui font en sorte que leur bac bleu déborde. Fait que quand le bac bleu déborde, malheureusement, il va dans le bac vert. Fait que de défaire des boîtes, des petites situations comme ça. Puis il y a beaucoup de, même si c'est pas du tonnage, il y a beaucoup de petites matières encore, du styromousse, des choses comme ça qui n'ont pas de débouché, qu'il faut malheureusement envoyer à l'enfouissement. Fait que c'est un mélange de plusieurs petits facteurs comme ça qui fait qu'on enfouit quand même assez, encore beaucoup de matière. Là. Sinon, on est dans une période aussi un peu de surconsommation. Fait qu'on a vraiment beaucoup de boîtes, beaucoup, comme Régis dit, de styromousse. Ça en est des matières là, qui se retrouvent autres que dans le bac bleu ou le bac brun. Est-ce que vous pensez que la pandémie a pu empirer cette situation-là? On a vu une hausse au niveau de la collecte des encombrants, que les gens ont fait beaucoup de ménage chez eux. Ça a été... on a vu une grande hausse durant la pandémie. Puis on a vu aussi, effectivement, que les gens ont fait plus de rénovation et plus de commandes Internet ou en ligne. Fait que ça, on a vu ça, effectivement. La majorité des matières qui vont dans le bac vert, c'est quoi? C'est généralement du plastique, c'est du styromousse? Les résidus ultimes, la liste est très faible. Souvent, les gens, s'ils compostent et qui vont recycler et puis qui apportent le restant des résidus à l'éco-centre, parce que par exemple, on prend les détecteurs de fumée, les capsules Nespresso, et qu'il y a plusieurs choses qui ne vont dans aucun des bacs. Les résidus ultimes, on parle justement du styromousse, du plastique numéro 6, on parle des ampoules incandescentes, là, pas les tourbillonnées, mais les vieilles ampoules. Exemple des mégots de cigarettes que l'on commence à recycler à Amos, mais il y a très peu si on regarde là, les résidus ultimes, la liste est courte. Mégots de cigarettes, là, tu dis qu'on recycle ça. Oui, on commence. On a des cendriers. Par exemple, il y en a un au Théâtre des Escars, il y en a un qui s'en vient au complexe sportif Maison de la Culture, je crois. C'est avec TerraCycle. Donc, on met les mégots à l'intérieur. Nous, une fois qu'ils sont bien éteints et tout ça, on envoie dans une boîte, on envoie ça chez TerraCycle. Et c'est un processus de centrifugation qui va faire qu'avec de l'eau et tout ça, ils vont séparer le papier, la partie filtre et la partie qui reste de tabac qui se composte. Fait qu'eux autres, ils les recyclent à peu près à 90 %. Là. Fait que on commence, c'est un effort que la Ville a mis sur place. Est-ce qu'on a quand même une bonne réponse des citoyens? Est-ce que les bacs sont pleins? En ce moment, au Théâtre des Oscars, oui, mais en fait, il est utilisé comme cendrier standard, là, parce qu'on n'a pas eu le temps encore de faire une grande annonce, de dire « nous avons ces cendriers-là ». Donc, ça commence, je te dirais. Là. On va faire plus d'affichage cet été. On a quand même 3150 tonnes je veux pas dire n'importe quoi. De matières qui sont détournées, oui. C'est ça. Donc, qui ne se sont pas retrouvées dans le bac vert ou à la poubelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces chiffres-là? Bien, en fait, c'est vraiment c'est le tonnage de ce qui s'est retrouvé à l'éco-centre. Donc, soit lors du grand ménage du printemps, les collectes des encombrants ou lors des visites quotidiennes dans l'année 2021 des citoyens d'Amos, mais aussi ceux de la MRC, que plusieurs municipalités ont des ententes avec l'éco-centre. Donc, ils ont accès à venir nous voir. Fait que c'est vraiment 3150 tonnes de matière qu'on a récupérées d'une façon ou d'une autre. On parle ici des appareils réfrigérants. On parle du ciment, des pneus, les métaux, les RDD, les résidus domestiques dangereux, donc ce qui est peinture, huile. Donc, plusieurs de ces matières-là ont chacun leur chemin de récupération, des nouvelles voies. Donc, les TIC, ce qu'on entend, les annonces, les servent plus à rien. Ça, c'est très populaire. On envoie environ, en période estivale, on envoie aux 2 semaines environ 25 palettes. Fait que c'est pour dire que les citoyens de la MRC répondent beaucoup aux servent plus à rien. Fait que c'est toutes des matières, au lieu qu'ils soient enfouies, on leur trouve des nouvelles voies. Et supposons qu'on veut aller à l'éco-centre, justement, c'est quoi les heures d'ouverture? Bien, on a justement modifié, c'est bon que tu en parles, mais en général, du lundi au samedi, l'horaire est le même, c'est de 8h à 16h maintenant. Okay. Donc, pour la période estivale. Et on extensionne un petit peu le jeudi soir jusqu'à 20h. OK.
Puis je te corrige juste pour dire lundi au vendredi, c'est de 8h à 17h. Oui, excusez. Okay. C'est le samedi qui est de 8h à 16h. Puis on a le jeudi pour l'été qui est jusqu'à 20h. OK, c'est bon. Précision. Puis quelqu'un qui n'a pas de véhicule pour aller porter ses effets, est-ce qu'il y a une façon que ce soit que quelqu'un vienne les chercher ou il faut qu'il s'arrange avec un ami? On a 2 activités collecte des encombrants sur le territoire de la ville d'Amos. On a celui du printemps qui s'en vient du 30 mai au 3 juin. Puis on en a une à l'automne, en octobre. Donc les gens, citoyens d'Amos sur le territoire urbain, quand on parle de territoire urbain, c'est vraiment desservi par les bornes Fontaine, Domaine Proux. Ces gens-là, la journée de leur collecte des matières, je crois que la prochaine, ça va être leur bac bleu. On met nos encombrants la même journée que cette collecte-là. Puis des employés de la ville, c'est pas Sanimos, c'est important de préciser. Des employés de la ville vont passer les ramasser. Fait que quand on parle d'encombrants, c'est vraiment des choses qui ne rentrent pas dans une voiture. On parle de frigo, on va parler des tables, des pneus. On ne ramasse pas les RDD, les résidus domestiques dangereux, parce que ça prend des permis spéciaux pour ramasser des grandes quantités, donc aucune peinture, produits chimiques. Puis, c'est ça, fait qu'on se promène dans les rues. Puis pour le rural, je parle par exemple de Saint-Maurice, les chemins, route de l'Hydro, chemin Croteau par exemple, route de l'aéroport. Juste lâcher un petit coup de téléphone quand on m'appelle, puis on prend un rendez-vous. Fait que c'est juste pour pas que j'envoie des équipements lourds sur le chemin. Inutilement, là, par exemple, aller faire le tour du lac Arthur s'il y a personne. Là. Fait que on évite comme ça des kilomètres de machinerie, mais ils ont accès quand même sur appel. Excellent. En terminant, j'aimerais ça qu'on décortique un petit peu les types de matières de l'éco-centre. Il y a vraiment des chiffres, ben pas des chiffres, mais des lettres qui sont différentes, qu'on ne connaît pas trop en tant que citoyen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi ces Ben oui, on voulait juste faire un petit portrait aussi de qui vient nous visiter à l'éco-centre. Donc, quand on voit dans le bilan le résidentiel à Molle, ça c'est facile, c'est les citoyens, entre guillemets normaux, qui soient locataires ou propriétaires d'une résidence. Donc, c'est quand même à peu près une trentaine de pourcents. C'est le tiers des matières qu'on reçoit environ. Donc, c'est des citoyens qui soient, on l'a mentionné tantôt, on a certaines municipalités aux environs d'Amos qui ont des ententes avec notre éco-centre pour venir nous voir. Donc, c'est vraiment la portion résidentielle. Ensuite de ça, on a soit des CRD. Donc, les CRD, c'est des résidus de construction, rénovation, démolition. Donc, quand on fait ce genre de travaux-là à la maison, nous, quand on arrive à la balance, c'est plus catégorisé comme ça. Donc, ça peut être du bois, du gyps, du bardeau, ou en tout cas, des matières de rénovation comme ça. Donc, c'est quand même aussi un 30% environ. Là. Donc, c'est ces deux secteurs d'activité-là qui sont les grands générateurs de produits à notre éco-centre. Sinon, le reste, bien, ICI, c'est l'industrie, commerce et institutions en général. Donc, les commerces qui sont sur le territoire de la ville ont accès aussi à l'éco-centre. Donc, dès qu'ils ne peuvent pas se disposer de matières, eux aussi, dans leur bac ou conteneur régulier, bien, ils viennent nous voir à l'éco-centre. Donc, sinon, le reste, on voit que c'est un petit peu plus marginal, mais on a des gens qui nous apportent du bois ou des choses comme ça aussi. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui viennent nous porter des feuilles qu'on avait, en fait, dans le compost, des feuilles d'arbres au printemps ou à l'automne, qui nous les apportent soit dans des sacs en plastique qu'ils vont ouvrir puis mettre dans notre bac à compost ou qui vont les amener directement dans un sac en papier. Fait que c'est un service qu'on offre, puis nous, bien, évidemment, c'est comptabilisé dans notre compost. Ça nous aide à bien aérer ce beau compost. De quelle façon ça aère le compost? Dans le fond, j'ai déjà entendu qu'il fallait différents types de matières dans le compost. C'est quoi ces matières-là, justement? En fait, pour aérer notre compost, on lui ajoute du structurant. Donc, on lui ajoute des écorces de bois qu'on mélange, puis on ajoute de l'air comme ça. OK. Puis ça aide au processus de compostage, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Ce qui est intéressant aussi, ça fait partie des visites ou des choses qu'on a mentionnées, c'est un petit peu la roue qui tourne. Là. Les gens, quand ils nous amènent du bois qui est normalement, entre guillemets, qu'on appelle sain, donc c'est des branches, des souches ou des trucs comme ça, les sapins de Noël aussi durant la période hivernale, suite à la période des fêtes, bien, on les récupère maintenant, on les stocke sur une plateforme qui est à part. Et on va le réintroduire dans notre processus de compost. Donc, quand les gens viennent nous porter des matières, c'est pas juste leur bac brun qui sert aussi, mais quand ils nous apportent des branches et tout ça, on va les faire transformer même bientôt et on va les inclure comme structurants, comme on vient de mentionner, dans la fabrication du compost. Ouais. J'avais dit que ce serait la dernière question, mais ben non, finalement, j'avais oublié de parler du compost, oui. Justement.
qu'on peut le mettre dans le potager, le compost de la ville d'Amos? Bien, on va justement annoncer aujourd'hui la distribution du compost qui aura lieu durant le grand ménage, donc du 20 au 23 mai. Qui s'en vient, donc ça va être à l'éco-centre. Pour les résidents d'Amos, je précise, sinon les citoyens des autres municipalités doivent vérifier avec leur municipalité. Mais nous, à Amos, ça sera durant le grand ménage à l'éco-centre. Puis oui, on peut s'en servir dans le potager. On a les papiers, les certifications sans problème. Potager, les fleurs. Puis la quantité, cette année, on a pu au moins doubler la quantité que les gens vont avoir droit. Là. Ils vont avoir droit à environ 100 litres, l'équivalent de 5 chaudières. Peuvent venir chercher durant cette longue fin de semaine. Bien, merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Régis d'avoir été là aujourd'hui. Un plaisir. Plaisir. Merci. Sinon, il s'en passe des affaires en mai, ça n'a pas de sens. 26 et 27 mai, c'est le Forum des Esquerres. Qui l'a écrit, celui-là? C'est moi. Donc, en fait, c'est pour avoir une bonne compréhension des esquerres dans la région. En fait, c'est organisé par la Société de l'eau souterraine d'Abitibi-Témiscamingue. Je pense que ça se prononce la CESAT. La CESAT, oui. La CESAT. OK. Donc, on va avoir M. Pierre Corbeil, l'ancien maire de Val-d'Or et ancien ministre régional, qui va être président d'honneur. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment fonctionnent les esquerres et on va parler d'aménagement, de mines et d'eau potable. Ce sont 3 enjeux très importants pour nos esquerres en région. Voilà, donc encore une fois, le sujet de l'esquerre qui revient et qui est toujours ici. Ah, et pendant que j'y pense, on a aussi une artiste visuelle qui va faire une performance artistique et qui va présenter des œuvres d'art. Elle s'appelle Violaine Lafortune et elle va présenter Procès verbal, qui est plusieurs œuvres qu'elle a réalisées durant une résidence artistique en 2020-2021. À voir. Sinon, il y a un homme de 41 ans du côté de Notre-Dame-du-Nord qui a été arrêté pour pornographie juvénile. Ce sont les enquêteurs de la division des enquêtes sur des crimes majeurs de la SQ. C'était des patrouilleurs du poste de Témiscamingue First Nation, parce qu'il y a une police autochtone de ce côté-là. Et il y a également la division technologique de la Sûreté du Québec qui a travaillé sur ce dossier-là. Il y a une perquisition aussi qui a été réalisée sur le chemin King à Notre-Dame-du-Nord. On a saisi du matériel informatique. Le suspect a été rencontré, devait comparaître mercredi après-midi, faire face à des accusations, entre autres, de possession, production, avoir accédé à de la pornographie juvénile. Donc, encore une fois, la Sûreté du Québec qui frappe là où il faut frapper. Oui, monsieur. Sinon, on a vu des Altostratus ondulatus. Ben oui, photo à l'écran. On va vous montrer ça. Altostratus ondulatus. Qui ne sont pas des dinosaures. Non, ce sont des nuages. Et on était particulièrement intrigués par ces nuages-là qu'on a vus ce matin. On savait qu'il y avait une ligne de... et là, on enregistre, on est jeudi, là, pour ceux qui se demandent. Il y avait une ligne de grêle qui avait passé du côté de Rouen. Puis c'est donné qu'on a regardé le ciel et on a remarqué des nuages particuliers. Donc, on a appris un nom de nuage ce matin en posant la question à un expert. Des Altostratus ondulatus qui sont des... J'ai pas été capable de le prononcer. Bravo. Mais oui, donc ce sont des nuages de la couche du milieu. Là, donc c'était juste beau à voir, l'espèce de petite vague dans ces nuages-là, qu'on voit plus ou moins souvent. Que j'avais jamais vu. J'avais jamais vu. C'est magnifique, vraiment. Là, on est sortis, j'ai trouvé ça. On a pris le temps de prendre une photo pour vous autres. Ben oui. Voir si vous étiez dans vos bureaux. Sinon, je l'ai dit qu'il s'en passe les affaires en région. Ben oui. En fin de semaine, samedi, c'est le gala des élites. Oui. On va récompenser du côté de la Chambre de commerce à Amos les entreprises d'ici et les entrepreneurs d'ici. Christian, tu vas être là au vidéo boot où on va prendre des réactions à chaud. Oui. Derrière de la caméra. Et tu vas travailler avec Isabelle Harvey cette fin de semaine. Tu le savais peut-être pas. Je te l'apprends maintenant. Et sinon, ça va être j'ai vu un peu ce qui se prépare. Ça va être un gros spectacle. Ça se passe au Théâtre des Esquerres. Et on pourra vous en parler avec les lauréats la semaine prochaine. Parce que oui, on va avoir des résultats de ce gala-là, j'imagine. Et sinon, la grosse nouvelle que l'on attendait depuis la nuit des temps. Le port du masque obligatoire, ça se termine. OK, parce qu'on termine toujours avec des faits insolites, et ça l'est. J'en ai un insolite, insolite, plus ou moins insolite par rapport à ça. Mais le Québec, donc, qui pourra retirer le masque officiellement à partir de cette fin de semaine, sauf dans les transports en commun et dans les hôpitaux, entre autres. On a posé la question et on vous pose la question à la maison si vous écoutez l'émission. Sur notre page Facebook, est-ce que vous allez garder le masque même si le retrait est possible à partir de
samedi minuit, c'est-à-dire dans la nuit de vendredi à samedi. Répondez-nous sur la page Facebook, il y a un petit carré avec une image de quelqu'un qui enlève son masque. Allez répondre de ce côté-là. Et sinon, il y a la Corée du Nord qui a détecté son premier cas de coronavirus. Et ce n'est pas une joke. Et qui a décrété le confinement total. Ça s'est passé dans les dernières heures. OK. Donc Kim Jong-un, qu'on n'avait pratiquement pas vu en photo avec un masque depuis le début de la pandémie. On le voit avec le masque. On le voit en floc de queue, Et les là, lunettes noires. les experts... Non, on l'a vu très sérieux. Les experts externes, ce qu'ils disaient, puis j'écoutais un petit peu ce matin ce qui se passait de ce côté-là. Ce que les experts disaient, c'est qu'il faut que la situation soit quand même assez grave pour que la Corée du Nord reconnaisse qu'il y a des cas de coronavirus et demande aux gens de se confiner. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que c'est une nouvelle qui est sortie, qui est sortie ce jeudi ou mercredi soir, si je ne me trompe pas, de ce côté-là. Fait que c'était ma petite nouvelle semi-insolite, c'est du vrai. Là. Je pense que le coronavirus, même si c'est pas mal sur la fin, on n'a pas fini d'en entendre parler. On va en entendre parler par tous les sens du terme. Juste le fait de dire génération COVID, les enfants qui sont nés dans la COVID ou qui étaient très jeunes au moment où c'est arrivé, il va y avoir des conséquences pendant plusieurs décennies, c'est certain. C'est certain que ça va avoir marqué l'histoire. Ça va être dans les livres d'histoire. Je ne veux pas parce que c'est une période de temps qu'on a tous vécu ensemble on parle quand même de quelques millions de dans morts. l'inconnu. Est-ce qu'on aurait pensé, il y a quelques années, avoir à se masquer dans les magasins? Est-ce que les gens vont continuer à se masquer quand ils ont le rhume? J'espère. La gastro, c'est quand même. On parlait la semaine passée. Oui, on en a glissé un mot. Se laver les mains à l'entrée de l'épicerie, moi, aller taponner des fruits et légumes sans s'être lavé les mains, je trouve que ça n'avait pas de sens. Est-ce qu'on peut laisser les machins pour se laver les mains à vie? Je veux dire, c'est probablement une solution pour éliminer le plus possible les risques. Et peut-être réduire justement cette influenza-là, parce que là, on sait que l'influenza est revenue. On a vu la gastro, on voyait le CISAT à un moment donné qui faisait quasiment le bilan des cas de gastro en région. Donc, on voit qu'on est plus sensibilisé aussi. Est-ce que ça va avoir sensibilisé une bonne partie de la population au risque, à notre réseau de santé qui est fragile? On sait qu'il est fragile depuis plusieurs années, mais là, on a eu la démonstration dans les 2 dernières années. Donc, ça va avoir servi de sensibilisation, tout ça. Michel de Notre-Dame, qui est devenu Nostradamus par après, était médecin à l'époque de Michel de Notre-Dame. Il était médecin, puis lui, il a dit la meilleure guérison qu'on puisse avoir, c'est de se laver les mains. Il était déjà à cette époque-là, il disait qu'il faut se laver. C'est sûr que la transmission, on touche à tout, on a tendance à... On a tendance à se toucher le visage, c'est normal. Là. Mais de plus en plus dans les CPE, dans les écoles, les enfants sont sensibilisés à ça, mais il y a une certaine époque où on n'en parlait pas trop, puis on l'a vu que il fallait peut-être un événement pour que les gens y fassent plus attention. Ça a toujours été loin, Ebola, tout ça, c'est toujours loin de chez nous. Oui, c'est ça. On le prend moyen au sérieux parce qu'on le vit pas, mais dans le fond, c'est là pareil. C'est ça. Et on a vu une capacité d'adaptation incroyable. Entre autres chez les jeunes qui ont dû s'adapter, on s'entend. Autant au niveau des garderies, ça s'est adapté, mais je pense aux jeunes, puis je vais lever mon chapeau à tous ceux qui étaient au primaire, secondaire durant les 2 dernières années. Ça n'a pas été 2 années faciles. Non. S'il y en a qui n'ont pas eu de balle à la sortie de leur secondaire, il y en a, ce ne sont pas des années faciles. Le masque en classe, c'était clairement pas une situation qui était idéale. Chapeau à ces élèves-là qui ont persévéré, qui ont réussi à passer à travers la COVID, qui ne l'ont pas eu facile, donc chapeau à vous autres. Je pense qu'on va terminer sur ce coup de chapeau-là. Et on va pouvoir enlever notre masque samedi. Alors, on vous reviendra la semaine prochaine. Serais-je là, serais-je pas là? C'est la grande question de l'Actu Plus. Mais je n'aurai probablement pas de barbe si je suis là. Moi non plus, je vais me raser. Mais non, tu vas être cute comme tout. Non, je sais, moi. Il faudra que je fasse ajuster mes lunettes, je pense. Bon, là-dessus, c'est assez de niaiserie. On vous souhaite une bonne fin de journée.